Vous avez touché du doigt vraiment le point critique. Nous sommes effectivement dans un environnement extrêmement compétitif où des produits qui rentrent sur le territoire national peuvent faire l'objet parfois de fausses déclarations, tant au niveau quantitatif. On peut déclarer par exemple une importation de 7000 tonnes d'oléine de palme, alors qu'en réalité, il y a bien plus. Il y en a 12 000, il y en a 15 000. Là-dessus, le problème ne se pose pas aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été menées dans ce sens, le guichet uni notamment, qui constitue une sorte de dématérialisation aujourd'hui de la plateforme. L'OTR qui est là, est-ce que ces réformes n'ont pas contribué de manière assez conséquente aujourd'hui à lever le doute sur tout ce problème que vous relevez? L'esprit dans lequel les réformes ont été engagées est un esprit qu'il faut absolument encourager. Mobiliser davantage de ressources pour la construction de l'édifice national est un fait majeur. Non seulement nous l'encourageons, la détermination avec laquelle les autorités sont en train de le faire est plutôt louable. Conscientiser davantage les différents acteurs pour que chacun se sente concerné effectivement par une amélioration globale à laquelle tout le monde participe parce que c'est notre patrimoine commun. Mais attention, les habitudes et les faits sont têtus. Et après tout, c'est des hommes qui sont au cœur du dispositif. C'est des hommes qui font les prélèvements en matière de qualité. C'est des hommes qui, à un moment donné, valident ou pas la capacité d'un produit à être de bonne qualité, à être autorisé justement à circuler sur le territoire national. C'est encore des hommes qui quantifient le volume bien déterminé d'une matière qui rentre sur le territoire national. Et c'est pour ça qu'on ne cessera de dire, faire des réformes c'est une très bonne chose, amener des hommes acteurs ou tout simplement des hommes qui, entre guillemets, subissent les réformes à s'approprier de ces réformes parce qu'il faut passer par là est le plus important. La communication, faire en sorte effectivement que cet impératif de construction nationale soit partagé par tous. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore du travail et pour rassurer davantage les industries qui sont sur le terrain, en revenant donc aux problèmes industriels, et faire en sorte que les gens, de façon volontaire, s'acquittent de leurs responsabilités et fassent en sorte que ce pays que nous sommes en train tous de vouloir voir se bâtir davantage puisse effectivement progresser et continuer justement son évolution tout en faisant en sorte que cette prospérité soit davantage partagée par les uns et par les autres. Alors, vous me dites, M. Aweso, aujourd'hui, que les réformes, vous les saluez d'une certaine manière, mais que l'État doit aller un peu plus. Que faut-il faire aujourd'hui en fait, qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui pour justement accompagner les industries du Togo? On dit souvent, en réalité, que trop d'impôts tue l'impôt. Nous souhaitons que les différents acteurs soient invités, tous ceux qui opèrent effectivement sur le secteur industriel et sur le secteur privé en général, et puissent se retrouver dans un cadre de référence, un cadre de concertation, où on va évaluer un peu l'impact justement de cette mobilisation de ressources qui est aujourd'hui beaucoup plus transparente, beaucoup plus efficace. Quand on retient que 2015 a été une année où les douanes et les impôts ont ramené dans les caisses de l'État à travers l'OTR plus de 500 milliards. C'est énorme, mais je veux tout simplement vous dire que nous sommes dans un environnement extrêmement compétitif. Si aujourd'hui vous pensez que c'est au pressions aujourd'hui des industries du Togo par rapport justement aux autres industries de la sous-région? Voilà, je voudrais vous remettre dans l'environnement dans lequel nous sommes. Nous avons accepté et ratifié la charte de l'UMOA et celle de la CEDEAO qui nous a amenés à l'ouverture des frontières. Liberté donc de circulation des biens et des personnes. Ça signifie tout simplement que si le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin sont en matière justement d'environnement fiscal beaucoup plus attractif, nous risquons à terme de nous retrouver avec, je dirais, un départ d'un certain nombre d'acteurs. S'ils y trouvent leur compte là-bas, à partir du moment où les produits peuvent circuler, l'espace du marché reste le même.
Donc sortons un peu, je pense, de nos frontières nationales pour se dire, attention, la compétition et l'enjeu aujourd'hui, il est plutôt sous-régional. Et à partir de cet instant, faisons en sorte que les dispositions qui sont prises aujourd'hui dans le cadre de l'application, je dirais, des nouvelles réformes, et soient en phase avec les efforts consentis également dans les autres pays. Et en ce qui concerne les différents impôts qui sont mis en place ou de nouvelles perceptions qui sont mises en place, et si dans d'autres pays, justement de l'autre côté de la frontière, c'est le phénomène inverse qui se passe et qu'il diminue justement la pression fiscale en augmentant tout simplement l'assiette, et s'ils communiquent davantage, vous allez voir qu'on a un certain nombre de partenaires qui risquent à un moment donné de faire le choix justement d'aller s'épanouir peut-être ailleurs. Et donc cela pénaliserait d'une certaine manière beaucoup plus les industries du Togo, en fait au détriment des industries de la sous-région, puisque vous l'avez relevé, nous sommes dans un espace sous-régional. Mais dites-nous, monsieur Awisso, c'est de bonne guerre aujourd'hui que les industries du Togo demandent à être plus attendues, à être accompagnées par l'État. Mais qu'est-ce qu'en retour, ces industries-là peuvent apporter aujourd'hui à l'État qui est dans un processus d'émergence, de développement? Et là, les signaux sont quand même au vert. Merci. Question pertinente et réponse très claire. Je reviens à un cadre particulier, un peu comme... on prend le cas de la brasserie du Bénin, 1400 personnes, donc des emplois, une répartition forcément au niveau donc, des impôts sur le revenu, des salaires, et tout un ensemble effectivement de structures, de fournisseurs, de fournitures, d'équipements industriels et qui fonctionnent autour. L'impact est direct sur l'environnement économique. Vous prenez le cas de Nyoto, 340 emplois directs et indirects, et tout autour, à peu près 500 fournisseurs ou autres prestataires de services de tout genre. Nous sommes en train de mettre de l'ordre, puisque nous sommes en train d'évoluer avec la nécessité de poursuivre nos activités avec des prestataires de services qui sont identifiables par le fisc, à travers des factures qui sont désormais non seulement numérisées, mais normalisées, avec tout simplement un quitus de l'OTR là-dessus, et pour permettre à l'État de mieux suivre et de mieux accompagner justement les différents acteurs économiques. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'industrie reste au cœur du développement de notre pays, et mieux encore, quand vous avez une idée un peu de la balance commerciale que nous avons, qui est déficitaire de plus de 500 milliards de francs CFA, ça signifie tout simplement que nous importons encore énormément. Vous prenez des secteurs très simples, un peu comme le riz. Un besoin national, 90 000 tonnes. Production nationale, 35 000 tonnes. Que faut-il faire? Donc, le gap est énorme. Les importations, effectivement, de riz s'imposent. Il faut probablement améliorer en termes d'efficacité, justement, les superficies qui sont aujourd'hui disponibles. Mais il faut veiller à ce que, justement, le riz qui était importé ici soit de nature à compétir dans de bonnes conditions. Sinon, on risque de retrouver le consommateur togolais aller préférer de prendre du riz venu de l'extérieur parce que les facteurs de production sont mieux maîtrisés peut-être à l'extérieur, au détriment des 35 000 tonnes de riz que nous avons ici et qui sont en partie eux-mêmes exportés. Donc, d'où la contradiction. Vous prenez le cas de l'huile. Quand vous revenez dans l'industrie des oléagineux que nous avons aujourd'hui la responsabilité de piloter, vous vous retrouvez avec un besoin national de 60 000 tonnes. Le Togo a également un corridor dans lequel, évidemment, l'ensemble des produits passe pour se distribuer effectivement dans la sous-région. Mais à cause de notre port en eau profonde, on se retrouve avec une possibilité à un moment donné de retrouver nos produits, compétir une compétition qui n'est pas loyale, qui n'est pas légale. Parce que ces gens qui ne déclarent pas les bonnes quantités, qui ne déclarent pas les bonnes qualités, et qui bénéficient donc d'un régime fiscal et douanier qui n'est pas du tout le régime le plus approprié. Quand on vous applique, vous, dans l'achat de vos différents produits, la taxe sur la valeur ajoutée de façon réglementaire, ils peuvent se retrouver avec des produits soi-disant semi-finis qui vont poursuivre leur production, leur finition sur les territoires nationaux, et donc ils vont passer à un régime peut-être de 6%. Donc il y a toute une chaîne effectivement de paramètres anormaux
qui vont faire en sorte que la compétition sur notre propre territoire national ici devient plutôt difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons à davantage, je dirais, de sérieux, de suivi, surtout au niveau du cordon douanier. Et nous souhaitons qu'avec les différents acteurs, évidemment, je veux parler de l'OTR essentiellement, qu'on puisse poursuivre les discussions et voir dans quelle mesure les carences que nous avons justement dans notre dispositif actuellement puissent être comblées pour que les produits togolais soient privilégiés, parce qu'on ne réglera la problématique de l'emploi que par là. Le commerce est très simple. Pour en finir avec cette question, c'est très important de le savoir. Vous pouvez vous-même importer un bateau de riz, vous pouvez importer un bateau de sucre, de lait, et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir plus de 2 ou 3 collaborateurs. Les autres, c'est des petits prestataires qui tournent. Mais quand vous êtes dans l'industrie, depuis la mise en place, donc depuis le terreau, depuis nos champs, je prends le cas du coton, jusqu'à la finition avec l'huile de coton, vous avez tout un processus de répartition de valeur ajoutée qui contribue efficacement justement à l'utilisation de nos jeunes énergies et qui peuvent être utilisées plutôt en travaillant que de se retrouver dans la rue en train justement de faire des revendications. Là, vous parlez de la chaîne de valeur par rapport à ce problème-là, mais à Ousso, vous parliez aussi, on pense aujourd'hui que d'une certaine manière, la problématique de l'emploi peut également contribuer aujourd'hui à restructurer ou sinon à donner un bol d'air quand même au secteur industriel. Comment cela est-il possible concrètement? Ok, je voudrais revenir juste sur un point et rebondir justement sur votre question. Le point, c'est les différents freins. Effectivement, je vous ai parlé de l'environnement fiscal, de l'environnement juridique, je vous ai parlé de la concurrence déloyale. Il y a un problème particulier qui est lié au secteur bancaire. Vous savez, des pays qui ont décidé, à un moment donné, d'utiliser l'industrie pour un pivot de développement, ils ont mis en place ce qu'on appelle des banques, des établissements financiers et bancaires au métier spécifique de l'industrie et de l'agriculture. Ils y lèvent des fonds autour de 2 à 3% de taux d'intérêt. Les banques commerciales que nous avons sur la place nous font des propositions, d'ailleurs avec des montages de dossiers extrêmement complexes, très exigeants, très contraignants, autour de 10%. Vous voyez déjà que la compétition, déjà à la base, on part sur, je pense, 2 repères parfaitement différents. Ouais. Et pire, je vous ai parlé également des transferts. Des transferts puisque nous avons des partenaires étrangers et chez qui nous achetons nos équipements industriels. Nous avons des partenaires étrangers, effectivement, à qui nous vendons également nos produits finis. Ils nous vendent également un certain nombre, même de ressources humaines. Ils nous vendent un certain nombre, je dirais, de biens de consommation et de biens d'équipement qui nous permettent justement d'aboutir à nos résultats. Les échanges se font tout le temps en devises. Entre l'Inde et l'Afrique, 70 milliards pour 2015. Entre la Chine et l'Afrique, 200 milliards de dollars pour 2015. Et sur chaque transfert que nous faisons aujourd'hui, le taux de transfert est monté à 3%. 3,5% même dans certains établissements bancaires. À partir de cet instant, et comme ça se passe de façon quasiment gratuite dans d'autres pays, nous avons également un frein important et nous souhaitons que les autorités compétentes puissent se pencher sur ce problème et nous amener à partir avec de meilleures bases. Nous avons également un problème très très important qui est celui de l'adéquation entre la formation et l'emploi. On vous dit on forme 50 000, 60 000 universitaires par année. Dans nos industries aujourd'hui, le Togo qui est un hub naturel, dans lequel se développe un certain nombre de structures industrielles et des services totalement modernes avec des énergies renouvelables et tout ce que vous voulez, a besoin forcément d'une main-d'œuvre totalement spécifique qui cadre avec les besoins justement de développement, des besoins de compétitivité. Et nous n'avons pas forcément besoin de géographes, nous n'avons pas besoin
de philosophes, de sociologues. On n'a pas besoin que de ça. Je n'ai absolument rien contre ces types de formation et ceux qui se sont lancés là-dedans. Nous avons aujourd'hui plutôt besoin d'automaticiens, d'ingénieurs électromécaniciens, de mécaniciens. Nous avons besoin d'électriciens. Nous avons besoin effectivement donc des gens que nous sommes obligés aujourd'hui d'importer de Côte d'Ivoire, d'importer du Maroc, d'importer de l'Inde, d'importer d'Europe, de la République sud-africaine pour gérer justement les grosses pannes que nous avons dans notre industrie. Repenser d'une certaine manière aujourd'hui aussi la formation au Togo, cela pourra contribuer, vous dites, à soutenir le secteur industriel. Mais il y a un autre acteur, qu'on l'évoque tout à l'heure, il ne nous reste plus que 5 minutes, nous allons donc très rapidement, c'est le patronat qui est un peu comme une sorte de vitrine aujourd'hui pour le secteur industriel. Mais depuis quelques années, on remarque plutôt un secteur, là aussi, les acteurs ou un secteur, le patronat, je veux dire, en panne. Quelle est la raison, très rapidement? Et dites-nous comment faire aujourd'hui pour relever le niveau aujourd'hui de ces acteurs? Vous touchez un sujet sensible. Nous sommes aujourd'hui avec vous en tant que groupement des industries du Togo et en tant que Nyoto. Nous sommes également au patronat comme vice-président. Donc nous connaissons bien ce problème. Chaque groupe d'hommes qui à un moment donné accompagne des mutations aussi profondes que celles que nous connaissons dans notre pays peut arriver à des situations où une crise peut naître. C'est des courants de pensée différents avec des hommes qui incarnent ces courants de pensée. Il n'y a rien d'extrêmement grave dedans. Le patronat est relié au Bureau international du travail à travers également des organisations comme la FOPAO qui nous accompagnent dans une convention qu'on appelle la C87 qui amène nos organisations patronales à réfléchir et à trouver en interne des solutions à leur crise et par palier jusqu'à ce que ça arrive au niveau du Bureau international du travail. Nous avons aujourd'hui trouvé en place au niveau du patronat, après une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en décembre, un mode opératoire pour mettre en place un comité qui est en charge justement de dépoussiérer un peu nos tests et de préparer les futures élections anticipées que nous ferons pour redonner au patronat une ossature totalement moderne et capable effectivement de très rapidement, certainement qu'on aura l'occasion de revenir sur le secteur, le patronat aujourd'hui qui est en panne. Mais dites-nous, que faut-il faire aujourd'hui pour amener la confiance au sein de ces acteurs-là? La confiance, elle est en train d'être restaurée. La crise est passée. Les 16 corporations qui sont des associations de base qui constituent le patronat sont conscientes aujourd'hui de l'intérêt majeur et du rôle qu'elles jouent dans le cadre du développement de notre pays. Vous savez, le patronat est un ensemble d'associations et de sociétés et qui savent aujourd'hui que le cadre de référence et le cadre de réflexion dans lesquels ils sont donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'exprimer pour mieux défendre les intérêts qui sont les nôtres et de mieux accompagner les acteurs, je dirais, étatiques dans la construction de notre pays. Et n'oubliez pas que la gestion d'une société comme la nôtre est assise sur 3 piliers fondamentaux. Nous avons la première institution qui est l'État, nous avons la deuxième institution qui est effectivement le Conseil national du patronat et nous avons la troisième qui regroupe l'ensemble des syndicats et représentants donc du personnel. Et pour qu'un pays puisse fonctionner dans la paix et dans un environnement serein, forcément les 3 acteurs doivent se mettre ensemble pour réfléchir sur des sujets qui sont de nature effectivement ou à fâcher ou à mener au développement, mais toujours dans un cadre consensuel, dans le cadre du développement. Et l'enjeu est tellement important que les débats autour de personnes n'ont plus leur raison d'être. Et c'est bien la raison pour laquelle le patronat que nous sommes en train aujourd'hui de projeter va être un patronat dont l'ossature ne sera plus forcément une ossature où un individu a un poids particulier. Seule l'institution va être la plus importante et le rôle majeur qu'elle joue justement dans un environnement économique en pleine compétition sous-régionale et internationale
va être le plus important. Dernière question, Thierry Aousso, vraiment en quelques secondes. On sait que le secteur industriel aujourd'hui voit d'un bon oeil, ou du moins c'est en train de lorgner de manière assez, avec vraiment à petit, le prochain sommet sur la sécurité maritime qui sera organisé au Togo dans quelques mois. Qu'est-ce que cela peut apporter à ce secteur-là, véritablement? N'oubliez pas qu'il n'y a pas de construction d'État sans stabilité et sans sécurité. N'oubliez pas également que le Togo est un pays qui a très tôt compris que quand la case du voisin brûle, il faut absolument l'aider à l'éteindre pour faire en sorte que justement notre environnement soit préservé. Il n'y a aucune construction possible, encore plus dans le secteur industriel, sans la paix et la stabilité. C'est la raison qui nous pousse à croire qu'à partir du moment où le ministère des Affaires étrangères et disons l'État togolais a pris l'initiative d'envoyer nos troupes sur des théâtres d'opérations extérieures pour essayer d'accompagner la communauté internationale à combattre justement l'extrémisme de tous bords, nous sommes forcément une cible. Le sommet de la sécurité maritime qui se tient à Lomé n'est pas l'effet d'un hasard, puisque le Togo joue aujourd'hui une part extrêmement importante. Vous voyez, il suffit de regarder un peu sur notre côte le nombre de navires qui viennent ici pour rester à l'abri. Le Togo a fait des investissements importants à travers des navettes, à travers le renforcement justement des équipements, à travers le professionnalisme de nos troupes. Et nous pensons que l'industrie, qui est une industrie multiforme, a forcément donc un avantage particulier à pouvoir se promouvoir davantage dans un environnement sécurisé. Mais il y a un point très important. Donnez-moi juste une minute. Dans les problèmes de frein à l'essor réel du tissu industriel, on n'a pas pu évoquer le problème du secteur énergétique, le problème des TIC, tout ce qui est Internet aujourd'hui, tout ce qui est communication, qui reste quand même à un prix extrêmement élevé. Nous avons salué la mise en place, je dirais, de tout l'environnement aéroportuaire, portuaire, le secteur routier qui est en plein développement. Il faut absolument que des réformes soient faites pour que quand nous avons une décision à prendre avec nos partenaires étrangers en temps réel, notre mail ne fasse pas 2 heures de temps avant de pouvoir partir à un prix trop élevé. Donc c'est des facteurs extrêmement importants. Nous encourageons également l'ouverture que le gouvernement a fait avec la mise en place des appels d'offres pour le secteur de l'énergie avec des énergies renouvelables. C'est l'avenir qui est en train de se jouer maintenant. Et à partir de ce moment, nous souhaitons que dans le réseau, rapidement, d'autres énergies viennent compenser des coupures intempestives qui ne pardonnent pas dans le secteur industriel. Le secteur énergétique, vous le disiez, qui est pris très au sérieux par la BAD, la Banque africaine de développement. En un mot, rapidement, quel avenir pour le secteur industriel au Togo? En un mot. Je dirais en un mot, le secteur industriel est à renforcer parce que les besoins internes sont extrêmement importants. Les besoins sous-régionaux le sont davantage. Et quand on voit le niveau de la balance commerciale déficitaire, nous avons forcément une capacité très importante de pouvoir transformer sur le territoire national nos matières premières et occuper déjà les consommateurs togolais. Il s'agit même parfois de questions de santé publique. Et c'est pour ça que nous pensons que l'avenir est ici. Il faut que le décor soit planté, le cadre soit mis en place pour que les Togolais s'approprient eux-mêmes de leur propre développement. Je vous remercie. Merci donc à vous, Monsieur Thierry Aousso. Je rappelle que vous êtes directeur de l'une des plus grandes sociétés, en fait, industrie agroalimentaire du Togo. Vous présidez également les industries, le groupement des industries du Togo. En tout cas, merci à vous. J'espère vous revoir très prochainement pour un autre numéro. Je vous remercie pour l'opportunité qui a été offerte aujourd'hui. Nous sommes toujours disposés à venir vous éclairer éventuellement sur des sujets qui porteront sur des secteurs d'activité que sont les nôtres. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Émergence vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.